France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 13 février, libération de Patrick Balkany. Pensez-vous que le maire de Levallois-Perret bénéficie d'un régime de faveur? On en parle, on vous pose la question aujourd'hui à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 en nous appelant au 01 40 33 9000. Pour en parler avec nous dans un instant, Nasser Lajili et Philippe Poyaki. Un diamantaire qui offre des diamants aux plus démunis. Monsieur Othman Sikip, connu sur le nom Vulcatem, nous vient spécialement de Casa pour nous parler de son incroyable histoire dans les rendez-vous d'Anna tout à l'heure à 17h. De son côté, Israël a fustigé la diffusion par l'ONU d'une liste de 112 sociétés ayant des activités dans ces colonies. Le boycott économique, est-ce une solution? On se posera la question tout à l'heure avec vous, sans oublier, et à la fin de cette émission, le quiz Actu. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h. Ravi de vous retrouver en ce nouveau jour de tempête sur le nord de la France. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Un coup elle s'appelle Inès, voilà. Inès. Dites donc, c'est un beau prénom pour une tempête, hein, je trouve. Bon, en tout cas, Inès qui va balayer le nord de la France et qui touche d'ailleurs l'Angleterre. Donc voilà, soyez prudents, notamment du côté du Havre où ça souffle beaucoup cet après-midi. Ça va souffler ce soir du côté de la Somme et de la région parisienne aussi avec des rafales atteignant les 90 km/h. Par rafale. Bah, voilà. C'est en même temps la période. Merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, il dégaine plus vite que sombre à chaque fois. Monsieur Philippe Poyaki, salut. Yes sir. Comment ça va? Bah écoute, je suis au top du top. Bon, ça se voit en tout cas. J'ai jamais été aussi bien. Monsieur Nasser Lajili, ça fait plaisir de le revoir. Comment ça va, mon Nasser? C'est un plaisir partagé, Christophe. Ça va très très bien. Impeccable. Comment se passe la campagne? Vous avez comment dirais-je? Je cherche le mot. Un point commun. Un point commun, merci. Vous avez un point commun tous les deux, vous êtes tous les deux candidats. Absolument. Donc deux maires potentiels, deux futurs maires potentiels. Et plutôt à gauche. Wow. Moi je suis pas de gauche, moi. Je rigole, T'es pas de gauche? Je suis pas de gauche, encore moins de pas droite. de gauche? Je suis pas de gauche et encore moins de droite. Arrête, tu vas fâcher Abdeslam de l'autre côté. Oh merde. C'est un centriste. Alors ouais, Nasser, ça se passe bien, non, à Gennevilliers? Franchement, très très bien, impeccable. Ouais. Très belle campagne. Franchement, avec me sartec la voiture à l'effigie de Nasser Je Lajili. te remercie, Pareil que pas mal, hein. Les affiches et tout bien. On tournent avec. avance, on essaye de... Philippe, t'as d'innover loupé ça, mon notre vieux. équipe, Faut faire ouais. une Non, voiture à je l'ai l'effigie. Je l'ai vu, mais comme je suis écolo, je peux. Déjà, quand je me déplace en scooter, je me fais chambrer. Alors, si je me déplace en voiture à mon effigie, je me fais tuer. Ouais. Parce que Philippe Poyaki roule à diesel, évidemment. Là, évidemment, diesel ancien en plus. Voilà, le mec pollue Paris, incroyable. Bon, alors on va parler quand même de quelqu'un que vous connaissez tous, Mister Patrick Balkany. Papa. Sur le parvis de la mairie de Levallois, les habitants ne parlent que d'une chose, la sortie de prison de leur maire. Je suis folle de bonheur parce que je l'adore, je le vénère, c'est un homme vraiment très bien. Je suis contente que M. Balkany sorte de prison. Oh oui, bien sûr. Parce qu'il avait rien à faire en prison. En 30 ans, Patrick Balkany s'est forgé un capital sympathie inébranlable au sein de ses concitoyens. Ses ennuis judiciaires, les Levalloisiens ne veulent pas en tenir compte. Ce qu'ils retiennent, c'est la bonne gestion de leur ville. J'ai habité Levallois avant Balkany. Et on s'aperçoit quand même que quand il a des responsabilités à ce niveau-là, il les gère bien parce que demander à la majorité des gens qui sont ici, habitants Levallois, s'ils sont satisfaits du maire ou pas. Aujourd'hui, ils ont l'air d'être quand même particulièrement satisfaits. Ses fautes est personnelles, ça ne regarde pas la ville, donc il n'a rien à faire là-bas. Après un bref passage dans sa mairie de Levallois, Patrick Balkany est parti se reposer ce mercredi soir dans sa maison de Giverny. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Il est sorti enfin de prison, Patrick Balkany, hier donc, après quelques tentatives, 3 demandes je crois qui ont été refusées. Cette fois-ci, la dernière a été acceptée. Patrick Balkany qui est sorti de prison pour des raisons de santé, rappelons-le, mais qui a quand même trouvé le temps, le moyen d'aller faire un petit tour du côté de la mairie, hein, évidemment, avant d'aller se reposer chez lui. En tout cas, il y en avait une qui était particulièrement vraiment contente hier. C'est sa femme Isabelle. Alors là, elle a fait tous les plateaux de télé en nous racontant tout ce qui allait se passer dans la soirée. Mais avant cela, l'image quand même insolite, c'est Isabelle qui attend
eh bien Patrick Balkany devant la prison et elle est au téléphone avec lui. Écoutez. C'est Patrick? Oui. Chérie? Pardon? Excusez-moi. Je suis devant la porte. Excusez-moi. Vous sortez? Tu me vois à la télé? Mon Dieu. Quelle horreur. C'est ridicule. Je suis excitée comme si j'avais 2 ans. La suite du programme, c'est quoi? Retour à la maison. Et serpillière, je pense séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos 3 toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. Ça va bien Isabelle? Bonsoir Cyril. Ça va bien, oui, ça va beaucoup mieux. Bon, ça va mieux, je sens que, à votre voix, je sens que ça va mieux. Ah oui, euphorique. C'est vrai. Bon, écoutez, en tout cas, on a vu les images et que on soit pour ou contre, comme je l'ai dit autour de cette table, c'est vrai que vous voir, les deux comme ça, voilà, amoureux comme ça, mine de rien, nous on pense pas à la politique, on s'est dit, voilà, mine de rien, c'est magnifique. Magnifique, voilà. Patrick Balkany dehors, les enfants. En tout cas, j'espère qu'un jour, les habitants de votre ville, si vous êtes élu maire, messieurs, parlent de vous comme ils parlent de Patrick Balkany. Ça serait quand même un kiff là. Ah non, faut dire la vérité. Non, quoi qu'il ait fait, ce monsieur. Franchement, écoute, il reste la star dans sa ville, quoi. Moi, j'ai des potes qui habitent à Levallois et j'ai des potes qui habitent à Levallois et qui votent Europe Écologie Les Verts. Ils m'ont dit que s'il se présentait au municipal, ils voteraient Patrick Balkany. Ah oui. Il a un taux de sympathie, un taux d'amitié, d'affection, enfin un truc de fou. Il a ce truc-là. Qui comme un petit peu Chirac. Chirac, il avait le même truc. C'est-à-dire que tu pouvais ne pas être de sa couleur politique. Quand tu le voyais, tu avais une sympathie pour lui. Alors, je dis pas que ce qu'il a fait est sympathique, etc. Mais il faut reconnaître une chose. En tout cas, je suis d'accord avec Cyril Hanouna. Madame Balkany, elle est ce qu'elle est. Elle a fait ce qu'elle a fait. Bon, elle va pas au placard. Ça, par contre, on en discutera juste après. Mais c'est un couple inséparable. Je te promets que ils méritent un film, fidèle. Ces gens-là. Elle est fidèle, elle est loyale, alors que lui, à un moment donné, l'a trompé et qu'il est parti avec une autre. Oh, t'es pas au courant de ça? Non, moi, je ne feuillete pas les trucs people. Ah non, c'est pas people. Tu te rappelles pas quand la première fois ils étaient convoqués au tribunal, mais je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, elle a refusé de s'asseoir à côté de lui parce qu'il était parti, puis il est parti après à Saint-Barth, il lui a dit tu me manques, reviens, et c'est un couple inséparable, ils sont fusionnels et ils s'aiment réellement. Tu le vois dans leur regard qu'ils s'aiment, mais ils sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Et ce qu'il aura fait en tout cas, la question que l'on vous pose aujourd'hui, donc libération de Patrick Balkany, pensez-vous que le maire de Levallois-Perret bénéficie d'un régime de faveur, la Serre Lagili? Oui ou non? C'est une honte. Ah oui, c'est clair. Oui, pour moi c'est une honte, c'est un scandale. Pour des raisons de santé. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont des gros problèmes de santé et qui sont en prison aujourd'hui et qui en souffrent. Donc qui sont à l'agonie d'ailleurs parfois. Ouais. Donc qui en meurent absolument. Et je trouve que ça c'est un scandale. C'est un scandale parce que ça devrait pas exister. On devrait avoir une justice qui doit respecter toute personne qui. Il est apparu quand même bien amaigri. Hein. Bah c'est normal, il l'a fait comme j'aime. Il a suivi comme j'aime. Il a demandé un régime, c'est tout. Je pense que c'est sa femme qui a dû lui demander de faire un régime pour faire croire aux autres qu'il est malade. Non, mais après je vais pas rigoler là-dessus, mais franchement moi ça m'attriste de voir cette situation dans notre pays. Il a pris 30 kilos en 6 mois. Il y a qui peut sortir des énormités pareilles. Bon, oui, non, en tout cas, soyons sérieux. Patrick Balkany, donc effectivement, qui se retrouve en liberté. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs demandes. On voyait à chaque fois la consternation, la colère d'Isabelle Balkany quant au refus de la justice. Mais est-ce qu'on peut quand même y voir dans cette affaire une justice aux abois peut-être, ou une justice aux ordres? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut comprendre? Comment on peut expliquer ça? Aux ordres, pour moi, il y a si tu veux, moi je suis scandalisé sur la sortie de Papa, parce que il faut savoir que c'est le surnom qu'il avait en prison. Oui, c'est vrai. Les autres détenus l'appelaient Papa, quoi. Oui. C'est pour te dire à quel point il marquait le respect même chez les détenus. Mais ce qui est plus scandaleux, et Nasser il l'a dit, il y a des gens qui sont aux abois en prison, d'autres parce qu'ils ont roulé son permis, parce que ils ont pas payé leur pension alimentaire, ou enfin tu vois, et d'autres qui sont pour de bonnes raisons. Et là il a quand même été condamné par la justice. Alors je veux bien entendre que l'appel soit suspensif, etc., mais là c'est pas le cas puisque le parquet avait demandé la mise en détention immédiate. Faut savoir aussi que la caution de 500 000 € a été annulée. Ouais.
Ah, parce qu'il y avait donc c'est pour ça qu'il a pu entre autres sortir. Et puis moi il y a un truc qui me choque et qui me surprend en plus de tout ça. Qu'est-ce qui te surprend, Fifi? C'est que je pensais avoir lu et avoir entendu que tous les biens des Balkany avaient été saisis par la justice. Ah bah ils l'ont oublié celui-là. Giverny ils l'ont oublié. Non ils l'ont oublié. Voilà. Comme lui il avait oublié qu'il avait une maison à Saint-Barth. donc moi je demande la clémence à monsieur Balkany dans ce cas. Non mais c'est ça ce qui est scandaleux, c'est que t'as des gens qui. Mais quel exemple on donne quoi? Voilà. L'exemple il est clair. Il y a une réelle justice à deux vitesses. Il y a celui à géométrie variable. Voilà, qui connaît très bien les juges et qui a des très bons avocats, qui trouvent les failles là où il faut, etc. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens. Et je pense à tous les gilets jaunes qui ont été incarcérés, qui ont été déférés, qui ont été mutilés. Je pense à tous les gens qui dans les quartiers depuis des années à qui on a collé une rébellion dès qu'ils n'étaient pas d'accord de se faire contrôler, de se faire toucher de partout 10 fois dans la même journée par le même gardien de la paix. Et je pense à tous ces gens-là qui sont écœurés et qu'on écœure de la politique et qu'on écœure. Mais il n'en a pas fini avec la justice, Patrick Balkany. Il a quelques rendez-vous là, au mois de mars, mois d'avril. Quand tu sors pour raison de sauter, c'est rare que tu repars. Hein. Bon, voilà, en tout cas, il a interdiction de quitter le territoire, bien sûr. Il va être placé sous surveillance. Hein, il va faire une Carlos Ghosn. Il devra nous pointer 2 fois par mois, je crois, si mes infos, si j'ai bien vérifié le truc. Voilà. En tout cas, voilà. C'est la question que l'on vous pose. Et sans nul doute, vous êtes majoritairement à dire oui. Est-ce qu'il bénéficie d'un régime de faveur? C'est la question que l'on vous pose. 89% sur Twitter, le grand forum FM2. Je crois que c'était 85% sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter et pour nous appeler aussi au 01 40 33 9000 parce que votre avis nous intéresse. Est-ce qu'il y a des pro Patrick Balkany? Est-ce que vous êtes de Levallois-Perret? Vous avez envie de nous dire que vous êtes consterné parce que Patrick a été en prison? Samir de Paris, Samir était de Paris, qui nous rappelle pour nous dire ce qu'il en pense. 01 40 33 9000. Moi, ce qui me paraît incroyable quand même, c'est que monsieur Balkany, quand on l'a écouté dans les reportages et dans plein de reportages d'ailleurs, quand ils vont faire des micro-trottoirs à Levallois-Perret, tous les habitants sont consternés par ce qui s'est passé concernant Patrick Balkany. Et s'il se représentait, parce qu'il se représentera pas visiblement pour l'instant pour la mairie de Levallois-Perret, on n'est plus peut-être à un changement près, il serait réélu sans problème. C'est comment vous l'expliquez ça? Je veux dire pourtant, je veux dire en matière de dette, voilà, non mais en matière de dette, c'est quoi ce rapport avec l'Algérie? L'Algérie, tu l'as déstabilisé. C'est quoi ce rapport avec l'Algérie? Je te rappelle en 2014, on a quand même eu un président qui a fait aucun meeting, qui a été élu largement au premier tour, quoi. J'ai envie de te dire. Bon, on va voir ce qu'en pense Hamza qui nous appelle. Salut Hamza. Bonjour, Hamza. Salut. Hamza, il nous appelle d'où? De Paris. De Paris. Alors, Patrick Balkany, sorti du HEPS, ça t'évoque quoi? Moi, ce que je voulais dire, c'est ça me rappelle un petit peu légèrement le traitement qu'on avait fait à monsieur Tariq Ramadan. Alors, on peut condamner ce que monsieur Tariq Ramadan a fait ou pas, ce que monsieur Balkany a fait ou pas. Le fait est que monsieur Tariq Ramadan, à l'époque, il était souffrant, il était énormément malade. On a aussi vu son état dès qu'il est sorti, quand il est passé à RMC. Il y a une petite différence notable quand même, c'est que Patrick Balkany a été condamné, Tariq Ramadan non. Exactement, encore pire. Monsieur Balkany est déjà condamné alors que monsieur Tariq Ramadan n'était pas encore condamné, du coup supposé innocent, mais on a laissé plus ou moins en prison, pourrir en prison plus longtemps que monsieur Balkany. Et c'est ce qui m'énerve le plus, c'est que le traitement qu'on a fait à monsieur Balkany, il est vachement plus différent que ce qu'on a fait à Tariq Ramadan. Et ça, c'est en disant que Tariq Ramadan aussi c'est quelqu'un de connu, etc. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire à des simples gens lambda? Pour moi, c'est aberrant, c'est une justice à deux vitesses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est inacceptable. Alors ce parallèle avec l'affaire Tariq Ramadan, Nasser Lajili fait par Hamza, qu'est-ce que t'en dis? Non mais effectivement, il a raison là-dessus. Je suis d'accord parce que effectivement il y a plusieurs traitements et c'est ce qui va ressortir souvent. L'affaire de Cahuzac aussi, pareil. L'affaire Cahuzac aujourd'hui qui n'a jamais il a pas fait jamais fait de prison et voilà il a menti, il a Sarkozy fera pas. Exactement, on a Sarkozy, on a tout le monde, tous les hommes politiques qu'on peut voir aujourd'hui, ils ont réussi à esquiver la prison et s'arranger avec la justice. Et ça, je veux dire, ce problème-là va malheureusement
faire dégoûter les jeunes, je veux dire les Français à. T'allais dire jeunes Villois. Ouais, jeunes Villois. Les Français à être dégoûtés de la politique. Donc c'est encore l'image, c'est encore l'image des hommes politiques et de la politique en général qui va être encore salie. Bah sauf pour les Levalloisiens, hein, qui eux considèrent qu'ils ont un bon maire et voilà. Merci Hamza en tout cas pour ton appel et ce parallèle. Merci à vous et bon courage. Merci pareillement 01 40 33 9000 pour vos avis évidemment sur cette affaire Balkany donc qui a été libéré de prison, qui est sorti de la prison de la santé. Alors il a fait plusieurs séjours à l'hôpital, dont un dernier il y a très peu. Il a été visiblement voilà, il était en mauvaise condition de santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti. Hein. C'est la demande qui a été faite bien entendu. Mais on peut quand même se poser la question, on se la pose clairement aujourd'hui, est-ce qu'il bénéficie d'un régime de faveur et surtout au vu de ces nombreux prisonniers français qui sont dans le même cas que Patrick Balkany mais qui n'ont pas le même traitement pour le coup Philippe. Justice à deux vitesses, encore flagrant, mais là carrément au grand jour. Mais moi, ce qui est aussi le plus choquant, c'est que Madame Isabelle Balkany a été aussi condamnée. Oui, c'est vrai. On a dit, enfin, la justice a dit, bon ben, on va les dispenser de peine parce que son état de santé ne lui permet pas de. D'accord. Mais ce soir, elle va encore diriger, le dernier conseil municipal. Oui. Alors, elle a des problèmes de santé, elle fait des Balkany-tons, on la voit sautiller et pratiquement faire des pompes surexcitées. Je comprends lorsque l'homme que tu aimes, que tu n'as pas vu depuis 5 mois et que il a été privé de ta rencontre sort, bah c'est normal que tu sois tout émoustillé. Mais sérieusement, je continue à penser à toutes celles et tous ceux qui purgent leur peine, qui ont fauté et que la société les a condamnés fermement. Mais en plus 4 millions d'euros quoi. Tu vois, c'est pas, il a pas volé un beefsteak hein, pour nourrir ses enfants. C'est 4 millions d'euros que le contribuable français n'a pas vu. Alors que le voisine l'apprécie, l'aime, l'adore comme un père, comme un gourou, comme un maître. Mais j'ai pas de souci avec ça, c'est leur libre arbitre, c'est leur libre choix. S'ils veulent le reconduire, eh ben tant mieux. S'ils sont heureux, c'est le top. Mais à toutes celles et tous ceux à qui on parle de liberté, égalité, fraternité, à toutes celles et tous ceux qu'on leur parle de justice au quotidien, on leur démontre ni plus ni moins que la justice française, en tout cas, nous donne l'impression d'être aux ordres et que il y en a une qui est sur le côté, qui s'appelle Marine Le Pen et qui attend gentiment et sagement. Donc continuez comme ça et on va assister à une catastrophe annoncée, mais on lui donne du grain à moudre, on lui fait son lit pour qu'elle vienne se coucher sur le boulevard de la démocratie. Nasser, tu partages le pessimisme de Philippe Boriaki ? Non, mais oui, alors je partage effectivement ce qu'il vient de dire quand il dit que ça va dégoûter les gens et ça va inciter surtout les gens à voter extrême. Et malheureusement, c'est nous qui allons en pâtir. Mais le problème, c'est que ces hommes politiques, ils en ont rien à foutre. Ils sont loin de la réalité. Ils sont très loin de ce que les Français vivent au quotidien. Donc voilà. Mohamed est avec nous. Il nous appelle de Paris. Bonjour Mohamed. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Bonjour Nasser. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Mets ton casque, mon Nasser. Je suis désolé. Bah oui, tu sais, ça s'appelle de la radio en fait. Hein. Ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Ah, c'est peut-être pour ça. On a un casque pour deux. Ouais, non, normalement, il y a 2 casques qui sont où là ? Ah, il a raison. Voilà. Bon, Mohamed, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est la démocratie, c'est l'indépendance de la justice, et voilà ce que ça donne. Et en fait, je me pose la question, est-ce que la justice est vraiment indépendante? Dans quel sens? Dans le sens nanti ou et contre les pauvres et les miséreux? Et puis, la plupart des magistrats et des juges appartiennent à des loges. Et c'est un milieu très fermé. À des loges maçonniques. Tout à fait. Et puis, comme il disait Estelle Denis, il y a les voleurs de foule et les voleurs de foule, les voleurs de nations. Les voleurs de foule et de nations, ils échappent avec les avantages qu'ils ont dans les loges et on se protège. Et puis les pauvres et les Français. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Mais non, mais j'entends très bien ce discours en répétition qui est souvent alimenté en plus par la fachosphère. Donc franchement, je vous invite à faire attention et à les loges maçonniques, ça existe, hein. Oui, bien sûr, ça existe. Les influenceurs. Oui, non mais attends.
C'est pas des influenceurs. C'est quoi? Non, si je peux finir, ça serait formidable. Je t'en prie. Voilà. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, c'est une confrérie. Souvent d'hommes, mais ça s'est ouvert et ça s'est démocratisé, et certaines loges sont mixtes et d'autres sont complètement féminines. Et la franc-maçonnerie, c'est une philosophie, c'est l'éveil spirituel de l'homme pour aller vers le meilleur. Alors certains, et ça, je crois que le juge Bruguière l'avait, Montgolfier, je crois que c'est le procureur Montgolfier. Éric de Montgolfier, lorsqu'il est descendu à Nice, était tombé sur un gros morceau. Et d'ailleurs, il le dit dans un très beau reportage. Il dit, ce sont des frères qui sont venus le voir pour dénoncer des pratiques d'autres frères. La franc-maçonnerie ne permet pas ça. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas dans la philosophie des frères de lumière. Mais certains, effectivement, se servent du réseau à des fins personnelles. Et aussi, il faut dire la vérité, c'est que dans les loges franc-maçonnes, la fraternité est hyper important. Si un frère a un problème, c'est tous les frères qui ont ce problème-là. Bah donc, voilà. Mais c'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner. Bah oui. Mais de là à dire que parce que des loges maçonniques seraient intervenues au plus haut degré, et je caricature pas en disant le plus haut degré, pour pouvoir faire libérer ou sortir ou amnistier ou blanchir leurs copains. Ouais. Franchement, c'est un raccourci super rapide que la fachosphère prend. Et s'il vous plaît, de grâce, essayez de ne pas tomber là-dedans. Et je peux vous dire, et j'en parle en connaissance de cause, puisque moi je sais que certaines loges sont intervenues dans l'affaire de certains retraits me concernant. Ce sont pas des loges, ce sont des frères qui sont dans des loges, qui sont intervenus pour dire ouais, vaut mieux soutenir un tel que soutenir l'autre. Mais on ne peut pas jeter la discorde, la disgrâce sur toutes les obédiences. Ouais, mais pardon, maçonniques. Philippe, mais ce que tu dis est intéressant et en même temps tu te contredis parce que tu dis la franc-maçonnerie est une philosophie dont la fraternité est très importante et donc l'idée c'est d'aider son frère. Qui est franc-maçon? C'est pas moi et toi. Je sais pas. Ce sont les leaders. Les leaders politiques de ce pays sont quasiment tous francs-maçons. Alors là, tu te trompes. Je te trompe pas. Mon père, le grand architecte de mon univers, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, celui qui m'a élevé comme son fils, malgré que nous n'avions pas le même sang. Il n'était pas leader, il n'était pas dirigeant, et il a été à un moment de sa vie franc-maçon. Et moi, je connais plusieurs francs-maçons qui ne sont absolument pas des leaders, qui sont pas juges, qui sont pas policiers, qui sont pas magistrats, qui sont pas hommes politiques, qui sont des simples ouvriers, qui sont des restaurateurs pour certains, d'autres des maîtres d'hôtel, voilà. Et le but de la franc-maçonnerie, c'est d'élever l'homme, d'aller vers un meilleur. Mais quand on dit le frère, c'est le frère, même le profane, même celui qui n'est pas initié. Donc on ne peut pas jeter, parce que sinon ce raccourci il est trop simple. Et tu vas voir, c'est très simple, Christophe. T'es musulman. Excusez-moi, Philippe, mais qu'est-ce qui explique que tous ces hommes politiques échappent à la justice, justement? Oui, on est d'accord. On est entièrement d'accord que ces hommes, souvent ces hommes, et aussi ces femmes, pour quelques-unes, je te rappellerai que Christine Lagarde, 400 millions d'euros, on a dit que c'était juste une négligence, mais oui, quand même. Oui, beaucoup échappent, beaucoup ont du réseau, mais de là à faire en sorte que lier le réseau personnel d'amitié ou de connivence ou de complicité sur des affaires en commun et que certains soient francs-mac ou pas, et faire la synthèse des deux, c'est un raccourci super rapide que la fachosphère fait. Et la fachosphère fait aussi un autre raccourci super rapide. D'ailleurs, Christophe, on l'a vu dans le LGF débat interne, c'est celui de dire, mais les musulmans sont en train de convertir 50 à 60 Français sous chien par mois. Le grand remplacement a commencé. Les musulmans prévoient l'islamisation de la France, un projet politique derrière pour nous remplacer et pour devenir plus nombreux que nous. C'est pour ça qu'ils font plus d'enfants. C'est le même discours. Donc, je le dis clairement, pour connaître certains et beaucoup de francs-maçons dans mon entourage, ce n'est pas la philosophie maçonnique. Certains francs-maçons se servent de leur contact. Il est normal, moi demain, si mon frère il a un problème, pourtant tu vois il soutient un autre candidat, je vais pas me poser de questions et je vais aller soutenir mon frangin. Mais parce que on est lié par le sang, parce qu'on est lié par l'amitié, parce qu'on est lié par l'amour, parce qu'on est lié par la fraternité. Si toi demain ton copain que t'as depuis 30 ans, moi je pense à mon pote Geoffroy, ça fait 37 ans que je le connais. Une fois il m'a appelé à 2h du matin, il me dit j'ai un souci, je lui ai même pas demandé quel était son souci, je lui ai dit t'es où, j'arrive.
Tu vois, et ça, c'est naturel. Lorsqu'on est en société, en groupe ou en meute, il est normal qu'on s'entraide entre nous. Maintenant, relier ça à la philosophie en disant que la franc-maçonnerie, c'est un réseau qui s'entraide, qui soutient, et même si les gens sont pourris, c'est pas vrai, parce que les francs-maçons ne supportent pas ça, ne supportent pas la corruption, ne supportent pas l'infidélité, ne supportent pas la trahison, ne supportent pas de faire du mal aux autres. Ça, c'est la philosophie maçonnique, et ça serait bien qu'on ne fasse pas d'amalgame. Tu es franc-mac, toi? Mais je ne répondrai jamais à cette question. Ah ouais, pourquoi les gens n'assument pas d'être franc-maçon? Certains veulent l'assumer sans personne aucun problème. l'assume, je veux dire. D'autres, si, il y en a plusieurs qui l'ont assumé, qui l'ont dit au grand jour. Mélenchon. Vous savez que Mélenchon l'a été. Oui, il l'a été. Bertrand Delanoë l'a été. Xavier Bertrand l'a été. Oui, il y a quand même beaucoup de leaders politiques quand même. Mais on parle de quelqu'un de politique, donc je te parle des politiques, mais après, tu peux en rajouter encore. Daniel Keller ne fait pas de politique, Stefanini ne faisait pas de politique. Enfin, t'en as plein comme ça qui faisaient pas non plus de politique. Bon, Mohamed, tu t'es fait renvoyer à tes cordes là avec. Non, justement, dès qu'on va critiquer une situation ou un fait, on se traite de facho. Ou si on veut critiquer les méfaits de la politique israélienne, on passe pour un antisémite. Par contre, si on commence à taper sur les évoqué de la police. C'est open bar, personne ne dit rien. Mais t'as raison, t'as la Légion d'honneur. Tu peux critiquer l'islam et les émigrés, on te donnera la Légion d'honneur. Non, je te traite pas de facho. Je dis fais attention parce que ce discours-là, je t'invite à regarder le boulevard Voltaire, tout ça, etc. Tous les sites de la fachosphère, et tu vas voir que c'est redondant. Dans les toilettes, de préférence. Ouais. Hashtag. Enfin, moi, je suis pas facho, je fréquente pas ces gens-là, et par contre, Mohamed, il a pas dit que t'étais facho, il a simplement dit que c'est le discours de la fachosphère, c'est tout. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont le penser, si on critique quelque chose, on dit ce qu'on pense. Mais tu... Bon, il y a qui sont là, messieurs, dames, pour le grand forum. Dans un instant, on va accueillir Anna Guézard-Boicaz et son invité. Vous allez faire connaissance avec un drôle de métier. En fait, c'est quelqu'un qui était un influenceur sur Instagram. Et comme il y en a beaucoup, on va l'écouter. Et puis on parlera tout à l'heure de la liste des entreprises qui participent dans les colonies israéliennes, qui a été publiée par l'ONU. Alors évidemment, il n'en fallait pas beaucoup plus pour énerver Israël. Évidemment. Alors la liste, elle est assez surprenante, on en parlera tout à l'heure. Et la question que je vous pose, moi, c'est est-ce utile et efficace le boycott économique? On va accueillir tout de suite un auditeur très rapidement avec nous. C'est Anis. Salut Anis. Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Salut, j'étais ravi de vous voir la dernière fois sur la télé. Merci Anis. Vous êtes pas mal débrouillé, bravo. Merci. Voilà, je voudrais juste dire un petit mot, s'il vous plaît. Je pense que j'en ai pas pour longtemps, n'est-ce pas? La première chose, c'est concernant Marine Le Pen, parce que en fait, votre invité de tout à l'heure a agité ce chiffon rouge qui est qui est une fausse menace, parce elle fait partie complètement intégrante du système. Je rappelle que c'est un parti qui est complètement endetté, qui a renoncé à sortir de l'Union européenne, enfin qui a donné tous les gages au système pour être présentable. Et c'est simplement un faire-valoir en réalité pour, on l'a bien vu lors du débat Macron, vous mettez un âne devant Marine Le Pen, c'est l'âne qui sera élu. Donc par conséquent, c'est une fausse menace, sauf pour nous les musulmans, puisqu'elle a été validée par le système pour casser de l'islam à longueur de journée. Mais en dehors de cela, c'est une menace pour personne. Maintenant, par rapport à votre invité qui parlait de franc-maçonnerie, alors très certainement, il doit y avoir des francs-maçons, et j'en ai rencontré. Je ne le suis pas moi-même, je le dis tout de suite, mais j'ai été chef d'entreprise, j'ai rencontré des gens qui ont dévoilé leur qualité à titre privé. Ça peut être des gens tout à fait charmants. Ouais. Et là, mais là, votre invité, lorsqu'il dit ceci, cela, mais ils font pas ceci, ils font pas cela, là, on parle de la philosophie des Lumières qui met en exergue l'homme roi, puisqu'il faut savoir que depuis 1789, le roi de France, qui était le lieutenant du roi, c'est-à-dire qui gouvernait au nom du Christ, qui était un intermédiaire d'une certaine manière, eh bien depuis la Révolution française, ça a été remplacé par l'homme roi, l'homme Dieu, qui est au-dessus de toute chose.
Et donc, on comprend mieux pourquoi il y a une telle guerre qui est menée contre les croyants à l'islam en particulier aujourd'hui. Et je vous mets au défi, votre invité de donner des exemples, non pas de francs-maçons, il peut y avoir des sensibilités individuelles à l'intérieur de chacun qui ne peuvent pas d'ailleurs exprimer. Mais je parle des prises de position officielles. Je vous mets au défi de me dire à quel moment, par exemple, des représentants de loges se sont indignés contre les importations des colonies israéliennes ou venir, si vous voulez, exprimer leur solidarité à des musulmans qui sont victimes d'islamophobie, etc. Vous ne le verrez pas. Donc, par conséquent, c'est bien de cela dont on parle. Et la plupart des minorités dites visibles qui font de la politique aujourd'hui, et c'est compréhensible, c'est le système qui est ainsi, sont totalement contrôlés par les loges. Et on a bien compris votre propos. Je suis désolé, on est à peu près par le temps. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Et merci de l'avoir dit, en tout cas, mon cher Anis. À très très vite. Merci, Christophe. Voilà. Bon, bah voilà, Philippe, hein, il t'a mis autour de... Bon, j'ai bien compris pour qui il roule, Anis, hein. Ouais. Si vous me suivez, voilà. Bon, messieurs, dames. Ouais, sauf qu'il a dit une contre-vérité, mais... C'est quoi, vite? Les loges maçonniques sont toujours indignées lorsque des peuples ont été enchaînés, lorsque... Bon, on les a pas beaucoup entendus pour les Palestiniens, excuse-moi, hein. Ouais, mais... non, mais quoi, ouais, mais non, mais il y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, c'est pas vrai. Bon. Je peux pas dire des choses comme ça. Alors, bouge pas, on laisse entrer Anna Gezer-Bocaz et on va tâcher de te déboucher un peu les oreilles, évidemment. Anna Gezer-Bocaz, son invitée. Le forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Ah, on l'aime tellement, notre Anna, qu'elle vient souvent nous rendre visite et ça nous fait évidemment bien plaisir. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, moi aussi je vous aime et j'aime nos chers auditeurs. Bonjour mesdames et messieurs. Eh oui, et il n'y a pas que le lundi que Anna ramène des invités et pas n'importe quel invité. Ma chère Anna, je te laisse présenter l'invité d'aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna. Avec plaisir Christophe, mon invité aujourd'hui nous vient de Casablanca. Il s'appelle Othman Sitré, il est gémologue diamantaire de père en fils. Ils ont toujours côtoyé l'or et les pierres précieuses, mais pas que. Il est devenu une figure publique très appréciée grâce à des vidéos que lui font le buzz. Restez avec nous, on vous dira pourquoi. Monsieur Sitré, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anna et ravi d'être avec vous ici à Radio France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Alors, Monsieur Sitré, comme j'ai annoncé, vous êtes bijoutier de père en fils, mais vous ne vous êtes pas contenté de l'héritage familial. Vous avez étudié la haute joaillerie et vous êtes diplômé ici, en France. Effectivement, je suis venu en 2003. Oui. Après avoir passé un peu de stage d'intégration dans le domaine avec mon père à l'atelier à Casa. Après le bac, je suis venu, j'ai regagné l'université de Nantes de gémologie pour préparation du diplôme de Nantes de gémologie. Il n'y a pas ce genre d'école au Maroc. Au Maroc, il y avait juste une initiation, une école pour initiation à ce diplôme. C'était à Casa. J'ai passé 2 ans là-bas. Après, j'ai regagné l'université de Nantes. Mais les études que vous avez faites ici en France, qu'est-ce que vous avez, grâce à ces études, qu'est-ce que vous avez pu apporter en plus à cet héritage familial? C'est un plus parce que l'héritage familial, il était concentré sur la bijouterie, joaillerie, tout ce qui est bijoux, métallurgie, or, argent et tout ça. La gémologie, elle continue ce domaine parce que quand on prépare un bijou, après la préparation du bijou, il doit être orné par quoi? Par des pierres précieuses et fines. Donc la gémologie, c'est un domaine scientifique qui sort de la géologie, mais qui est allié à la bijouterie en étant l'ornement de ces bijoux. Alors, Monsieur Sitré, vous êtes beaucoup plus connu sur les réseaux sociaux et sur Internet en général sous le surnom de Moul al-Khatem. Sais-tu ce que ça veut dire? Absolument pas. Ça veut dire le propriétaire de la bague. Ah, ça c'est une appellation que j'ai coïncidé sur YouTube après avoir fait la première donation qui était une bague de diamant pour un jeune couple, issu qui avait fait le buzz
tout d'abord, avant que j'apporte mon initiative, c'était un jeune couple, un jeune monsieur qui avait, à l'époque du virus de H1N1. Ah oui. Le jeune monsieur, on lui avait parlé comme ça par hasard dans la rue, dans le micro-trottoir. Il avait lancé une appellation pour H1N1, mais une appellation à sa manière, qui avait fait le buzz et qui avait fait marrer pas mal de gens, le peuple marocain et tous les Marocains d'étrangers et tout ça. Donc le monsieur, il avait fait le buzz. Il a fait en disant de H1N1, il avait transformé le H1N1 en appellation de Ikhwan. D'accord. Ikhwan, il avait fait le buzz auprès de au Maroc, de tous les supports presse. Et vous faites le buzz au Maroc. On parle de vous parce que vous êtes un homme, un bienfaiseur. Alors vous multipliez les bonnes actions en permettant aux personnes les plus démunies de pouvoir porter des bijoux, que ce soit en diamant ou en pierres précieuses. C'est très très rare de nos jours, Christophe. Hein. Ah oui, oui. Moi, j'ai jamais croisé une personne dans la rue qui m'a offert des pierres précieuses. Encore moins, pour moi. C'est un truc, tu vois, la bienfaisance, c'est un truc qui me réside. Et quand j'avais coïncidé avec ce buzz de ce jeune couple, j'avais décidé, en étant présent dans un événement là où il y avait des journalistes et tout. En discutant avec une journaliste, on parlait de ce buzz et je parlais de ce couple et j'avais proposé, je lui avais dit, si tu connais ce couple, genre personnellement, j'aimerais bien leur offrir une bague. Une bague en diamant, genre c'est symbolique. Genre tu peux offrir de l'argent, tout le monde peut offrir de l'argent. Mais moi je voulais offrir pourquoi justement, pourquoi vous aimez offrir des diamants ou des pierres précieuses? Parce que c'est symbolique. Vous pouvez offrir l'argent. Parce que c'est symbolique. L'argent, tu peux offrir l'argent. Tu peux offrir peu ou trop d'argent, ça change. Mais quel message vous voulez faire passer? Le message c'est comme allier, même si c'est occasionnellement allier la classe riche, des gens qui des gens qui peuvent jamais se permettre de s'offrir des bijoux et surtout en diamant. Et par cette occasion, je voulais les allier à ce bijou que même dans leurs rêves n'en pense jamais de porter ce bijou. Magnifique. Est-ce qu'on peut avoir les différents profils de gens à qui vous avez offert, par exemple? Premièrement, c'était le couple de ce jeune monsieur Ikhwan avec sa femme. C'était une bague de diamants. Je les avais reçus en magasin et tout. Et la première vidéo, les Marocains ont vraiment réagi d'une manière qui avait fait un très très grand buzz. Ils les adorent, les Marocains, ils vous adorent. Alhamdoulilah, moi aussi je les adore parce que franchement. Et nous le diamant pour Anna? Le diamant c'est mon mari qui me l'a offert. Déjà Anna c'est un diamant ici chez vous, à la radio. Il s'est bien rattrapé. Donc pour lui offrir un diamant, faut que ça soit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne me permettrai pas. Déjà le fait que vous offriez des cadeaux, le bonheur ou un moment de plaisir aux gens qui en ont vraiment besoin, ça c'est un cadeau pour nous tous. Donc bravo, continuez à vraiment continuer. Le deuxième couple, c'était un couple pas handicapé mais à moitié handicapé. L'homme il était handicapé, la femme, et ils allaient leur offrir le mariage peut-être. Ouais, leur offrir un baptême pour leur fils. Et j'ai décidé de monter chez eux, directement, pas dans le baptême mais chez eux à la maison à Marrakech, de Casa à Marrakech. Moi l'histoire qui m'a touchée, c'est celle de la dame qui vendait du citron dans la rue. La dame qui vendait du citron dans la rue, ça c'était un profil typique. Ouais, c'était une petite jeune fille qui avait un chariot de citron d'orange et elle le vendait dans la rue. En même temps, en parallèle, elle faisait ses études. Elle était dans le bac. Et une fois sur Facebook, elle avait posté dans un groupe. Souhaitez-moi le courage, dès le matin elle partait en partant au marché pour acheter l'orange. Elle a fait un post dans un groupe où elle était abonnée. Et vous l'avez vu ou est-ce que vous voyez dès que j'ai vu le post, moi quand je vois que le profil mérite et à travers ce profil on va passer un message du rapprochement de la classe qui peut jamais s'offrir des bijoux luxueux
Donc je fais l'initiative et je pars chez ce profil. Oui, mais Monsieur Cétré, dans un monde où la confiance règne, et ça voilà. Ouais. Et beaucoup peuvent se poser la question et penser que vous faites ça pour de la publicité ou un coup de com', parce que je peux bien vous dire, si vous voulez faire du bien, vous pouvez le faire discrètement. Ouais, normalement toute ma vie j'ai été discret. Quand je peux faire quelque chose, je la fais discrètement. La première initiative, c'était une pure coïncidence. Et à travers cette pure coïncidence, je me suis permis de passer un message que j'ai vécu vraiment, que j'ai vécu pleinement, son buzz et son reflet sur le peuple marocain. Et à travers ce reflet, à travers cette réaction du peuple marocain qui était vraiment positif, et sur moi ça se voyait que je faisais pas le buzz, parce que pourquoi les gens qui sont mes clients, je pense pas que je ferai de la pub auprès d'eux, à travers la classe à travers ces profils là, qui vous offrent des cadeaux. Il y a des gens qui sont un peu difficiles de caractère. Normalement, pour eux, le diamant ne s'achète que par des gens bourgeois. Toi, tu l'offres à cette personne. C'est un peu louche. Il y a des gens à qui tu peux. Mais est-ce que votre famille vous soutient dans cette démarche, ou est-ce que votre père vous dit, mais tu vas me finir, finir tout le stock comme ça, tu vas nous ruiner? Non, parce que moi et mon père, on est différents. Mon père, il a un atelier, moi je suis indépendant dans mon magasin, dans mon affaire. Alors, mon père, il n'a suivi ça qu'à la troisième initiative, à la vendeuse d'orange. Est-ce qu'il était fier de vous? Il était fier, mais mon père, tu vois, les pères, même s'il est fier de toi, il te le montre. Il le montre pas. Ah oui, ça c'est la fierté, ça. La fierté maghrébine. Des gens des années 50 et 60, ça. Ouais, bah oui. Alors, monsieur Moul Khatem, comme on a appelé. Il y a un événement, il y a un scandale qui a fait beaucoup parler de lui récemment au Maroc. La fermeture du compte à scandale, justement, Hamza, mon bébé. Alors, je rappelle, Christophe, tu n'es peut-être pas au courant, et mesdames et messieurs non plus. Oui. Alors ça, le compte Hamza, mon bébé est un compte sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, etc., dans lequel il partageait des choses intimes, ou vraiment des histoires à scandale sur des personnalités publiques, des acteurs. Tout le monde y est passé. Il y a eu des divorces, il y a eu des gens qui sont rentrés dans des hôpitaux, des gens qui ont perdu leurs biens. Vraiment, et c'est une affaire qui fait parler d'elle, parce que on accuse des personnes très connues, notamment une chanteuse marocaine très connue dans le monde arabe qui s'appelle Donia Batma, qui est elle n'est pas mise en examen. Elle est mise en examen. En tout cas, il y a 5 personnes, ou il y a tout un groupe qui est enfermé en ce moment même en prison, et c'est une grande enquête qui est en cours. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive là-bas, qui se passe là-bas en ce moment au Maroc. Et Moul Khatem fait partie des victimes, de nombreuses victimes, des personnalités publiques, des mannequins, des acteurs, des artistes, des chanteurs. Tout le monde y est passé, tout le monde a vu ses photos. De quelle manière il est une victime? J'étais victime à travers un post à travers ce compte qui disait que les bagues, que les gens, les deux couples, pas la vendeuse du citron et un couple nain, eux ils étaient hors cette question, ce sujet. Les deux couples, le premier et le deuxième couple, à travers ce compte Hamza mon bébé, il disait que mes bagues, les bagues avec lesquelles soi-disant j'ai fait le buzz, étaient des bagues falsifiées. Étaient des bagues falsifiées, c'était même pas de l'or. Alors quelle est votre réponse aujourd'hui publiquement à la radio? Ma réponse était auparavant et maintenant. J'avais fait une expertise de quelques-unes de mes bagues au magasin, et j'avais dit que quand j'avais donné les bagues, c'était par certificat d'authenticité, et tout était en ordre et tout était en règle, et que je suis prêt de les accueillir. Et normalement, il fallait qu'il venait pour normalement un cadeau pour revendre un cadeau, ça c'est mal vu. Mais au cas où ils en ont eu besoin
et ils ont eu besoin de la revente. J'étais là pour racheter mes bijoux. J'étais pas Quelle là pour, générosité, on aurait aimé. Ouais, j'étais là pour racheter mes bijoux. Ils devaient s'adresser à moi. Mais est-ce que vous avez regretté, franchement, quand l'histoire a commencé à mal tourner, est-ce que vous vous êtes dit, moi j'essaie de faire du bien, ça se retourne contre moi. Finalement, j'aurais dû j'aurais dû garder. Les 2-3 premiers jours, ça m'avait atteint vraiment négativement. Il y avait un regret, mais un regret passif, parce que le regret, quand tu es quelqu'un qui est convaincu profondément par la bonne action, tu sais que la bonne action elle peut être faite envers quelqu'un qui peut la reconnaître. Mais vous, est-ce que vous avez déposé plainte? Vous faites partie des Non, j'ai préféré de ne pas déposer plainte. Mais vous connaissez personnellement la chanteuse Donia Batma? Je la connaissais personnellement, je l'avais rencontrée avec sa maman et tout ça. Donc puisque c'est elle, les gens disent que c'est elle la propriétaire, elle fait partie du groupe de gens qui émettent qui postent des scandales là sur ses collègues, etc. Vous la connaissez, pensez-vous que c'est elle qui a émis je peux pas confirmer ça, je peux pas confirmer ça parce que la relation avec la relation. Mais est-ce que vous avez parlé, est-ce que vous avez pris le téléphone pour lui parler? Non, j'ai pas pris le téléphone parce que j'étais vraiment tellement choqué, j'étais tellement perdu et je savais pas qui était à l'origine de ça, oui. Qui était à l'origine de ça. Et vu que je la connais, je connaissais sa mère et on avait une très très bonne relation, genre même si c'était lointain, mais une relation de respect. Donc je me suis dit, tant que la justice n'est pas encore faite, n'a pas encore tranché, je peux rien dire, je peux pas sortir avec une déclaration ou quelque chose comme ça. Et j'ai préféré ne pas porter plainte parce que ma plainte était envers Dieu. Dans l'expertise, la vidéo d'expertise que j'avais fait, à la fin j'avais envoyé croyant que je suis, j'avais envoyé une demande au bon Dieu de faire justice. Ouais. C'est ce que j'avais fait. Est-ce que vous pensez que c'est injuste que Donia Batma, la principale concernée, soit à l'extérieur parce que elle a pu payer une certaine somme pour sortir et toutes les autres personnes concerné par l'affaire. Concerné, exactement, se trouve en prison alors qu'il est. Peut-être parce que. Est-ce que c'est une injustice? Je pense pas que c'est une injustice. Parce que normalement, Donia Batma, si elle avait pas payé la rançon, elle serait en état d'arrestation avant son jugement. Donc Mais vous qui êtes victime aussi, qui faites partie des victimes, lorsque vous la voyez à l'extérieur parce qu'elle a pu payer justement cette somme-là. Et une grande somme d'ailleurs, hein, je crois que c'est l'équivalent de... Ouais, elle et sa sœur, c'était l'équivalent de 75 000 euros. 75 000 euros, 800 000 dirhams marocains. D'accord. Ah oui. Et vous qui faites partie des victimes, lorsque vous la voyez à l'extérieur, et là, elle est en train de narguer le peuple marocain en postant des vidéos d'elle en train de danser, assister à des mariages, etc. Alors que l'affaire est toujours en cours, alors que les autres personnes sont toujours en prison. Normalement. Est-ce que pour vous, ça c'est injuste? Est-ce que personnellement, en tant que Marocain, en tant que Marocain, c'est injuste. Ouais. Normalement, loyal que je suis, normalement, toutes les personnes concernées devraient être arrêtées. Mais vu que la justice elle donne possibilité de payer rançon avant le jugement, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a payé la rançon. En fait, il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres, quoi. Ça. Je peux pas savoir. Que cette fameuse chanteuse est très riche. Elle s'est mariée avec un producteur qatari, pas qatari, du Bahreïn. Même une autre concernée, elle est assez riche et elle a voulu payer la rançon, elle a pas pu. Donc c'est argent et pouvoir. Hein. Appelez Soukaina Glamour. Elle pouvait payer la rançon pour être en état de liberté avant son jugement, mais là elle est en état d'arrestation. Ça fait 1 mois ou plus. Ouais. Mais en tout cas, cette affaire fait beaucoup parler d'elle, fait couler beaucoup d'encre vraiment au Maroc. Et est-ce que c'est un soulagement pour vous de voir ces personnes-là en prison et ce camp-là fermé une bonne fois pour toutes? Le camp fermé, c'est un grand soulagement. Voir ces personnes-là en prison. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Mais normalement, qui a fait le genre, comment dirais-je, le mal doit être jugé.
doit être jugé. Mais est-ce que vous donnez-nous juste des exemples des conséquences, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont pu faire à cause de qu'est-ce qui s'est passé à cause de ce scandale? Il y avait les gens qui ont reçu des conséquences, qui ont subi des conséquences. Il y avait trop de gens qui ont subi des conséquences. Parmi ces gens-là, il y avait la présentatrice à Itib al-Arabi. Normalement vous devez connaître. Myriam Saïd. Myriam Saïd, normalement elle avait quitté. Ouais, Christophe, c'est une grande présentatrice dans une grande chaîne arabe. Ouais. Et la veille de son mariage, ils ont posté des photos d'elle d'avant un petit peu, des photos en jupe courte et des choses rien d'extraordinaire. Mais son mariage a été annulé, son fiancé, alors que tout avant était prêt. Avant une semaine, le mariage il était annulé à cause de ce et la chaîne, et elle a été licenciée de la chaîne. Elle a perdu son poste alors qu'elle travaille à Dubaï. Elle a perdu son futur mari et son boulot. Elle est rentrée dans une grande dépression. D'autres personnes ont fait des dépressions. On l'a plus vu depuis. D'autres personnes ont divorcé, d'autres personnes ont fait des dépressions, d'autres personnes ont perdu leurs biens. Parce que c'est-à-dire au Maroc, si tu es une personnalité publique, Christophe, et que tu te retrouvais en train de prendre un café avec une collègue ou une amie dans un café en plein jour et bien tu te retrouvais sur ce compte avec des commentaires de ouf, des commentaires en négatifs, disant Christophe avec une femme et des choses comme ça. Ah oui, c'est parti, c'est allé très très loin. Il y a plus de 60 plaintes qui ont été déposés contre ce compte-là. Trop de personnes atteintes par ce trop de personnes connues. Ouais. Très bien. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Ma chère Hana, ça passe très vite quand on est bien accompagné, forcément. Où on peut vous retrouver, cher monsieur, sur les réseaux sociaux? Dites-nous tout pour que les gens vous suivent maintenant. Réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Moulkatem, MOULKHATEM, _8 en outman.city. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. Voilà, c'était Anna Guézard-Boicaz il y a quelques instants. On a eu quelques petits soucis techniques à la fin de l'interview. Mais voilà, Moulkatem, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, notamment un monsieur qui offre des bijoux, des diamants aux plus démunis. C'est plutôt pas mal comme idée. Voilà. Et donc vous pouvez retrouver et suivre donc ses aventures. Donc sur Instagram. Bon, alors maintenant on va changer un peu de sujet puisque tout à l'heure nous parlions de Patrick Balkany avec toujours Philippe Bouriaki ici présent avec le Nasser Lajili, le frère Philippe. Ouais. Le frère Philippe. T'es en train de te tailler à costard tout seul, mon pote. Je te dis ça, je dis rien, mais bon. Alors, on va parler d'un autre sujet parce que, messieurs, hier, sachez que, il y a eu une liste qui a été publiée. Une liste très intéressante, et c'est l'ONU qui l'a publié, une liste des entreprises qui font partie qui participent aux colonies israéliennes quelque part. C'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a publié cette liste d'une 114 entreprises jugées et complices en quelque sorte de participation aux crimes de colonisation des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie. La majeure partie de ces entreprises sont israéliennes, auxquelles s'ajoute une vingtaine de multinationales, notamment la présence du français Alstom, j'ai dit, impliqué entre autres dans le tramway de Jérusalem, ou encore Altis, la maison mère de SFR, BFM TV, de la chaîne I24 News. Le secteur du tourisme est également épinglé, sachez-le, avec des firmes comme Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, des agences de voyage comme Opodo et Edran. Voilà, donc toutes ces entreprises, 114 au total, la liste est consultable de tous. Alors évidemment, il en fallait pas moins pour énerver Israël, bien sûr, qui juge cette liste scandaleuse. Alors dans le Haaretz, on apprend que c'est qu'une première partie de liste qui a été donnée, qu'il y en aura d'autres qui vont être apportées, évidemment, faisant lien avec la campagne BDS. D'où notre question que l'on vous pose et à laquelle vous allez répondre, j'en suis sûr. Le boycott économique, est-ce la solution, Nasser Lajili, de boycotter? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels au boycott, notamment de différentes entreprises qui soutiendraient ou qui seraient liées à Israël, en appelant, on a cité quelques grandes entreprises que je ne vais pas citer ici, mais est-ce que le fait de boycotter, ça peut aussi être quelque part une sorte de résistance ou d'apporter en tout cas son soutien à une cause telle que la cause palestinienne par exemple?
Alors oui, moi effectivement, je rejoins ce point-là en pensant réellement que effectivement le boycott économique peut avoir une très grosse répercussion. On peut voir en 2014 quand il y a eu le massacre à Gaza, il y a eu un mouvement qui s'est organisé pour qu'il y ait des boycotts, dont Coca-Cola à l'époque avait subi, et ça avait très très bien marché. Là, la situation est complètement différente. J'ai l'impression que la situation de la cause palestinienne, elle devient de plus en plus silencieuse. Ouais. Et voilà, c'est dramatique. Mais je pense que oui, effectivement, le boycott économique, c'est une manière de marquer les esprits des gens et de faire comment dire. De faire mal, quoi, tout simplement. Ouais. Le boycott économique, le boycott, ça avait bien marché pour l'Afrique du Sud, on s'en souvient. Absolument. Et tu parlais de Coca-Cola, moi j'ai envie de te parler de SodaStream, de cette machine qui sert à fabriquer des boissons gazeuses, qui avait été fait l'objet aussi d'une campagne de boycott, et quelques grands magasins, grandes surfaces ont dû retirer cette machine parce que ça marchait plus, quoi, ils en vendaient plus du tout. Et finalement, le boycott, ça fonctionne. On voit que la BDS, par exemple, obtient un énorme succès malgré toute cette campagne de dénigrement à son encontre. BDS fonctionne à merveille, rejoint par beaucoup de gens à travers le monde. Et en l'occurrence, on va enlever tout de suite ce petit point d'interrogation. Il n'y a évidemment pas que des musulmans dans cette campagne de BDS, parce que le problème palestinien, le problème israélo-palestinien n'est pas un problème religieux. On se le dise tout de suite. Philippe, ton avis là-dessus? Est-ce que ton avis là-dessus sur le boycott économique, est-ce une solution? C'est une des solutions. Il n'y a pas une solution miracle. Enfin si, c'est celle des femmes et des hommes intelligents qui s'assoient autour d'une table et qui disent on va vivre en paix et en harmonie. Visiblement, ça en prend pas le chemin. Tu as bien vu comment a été réélu Netanyahou. Il a été réélu en disant si moi vous votez pour moi, j'annexe tout, point barre. Et il a été réélu, enfin avec une large coalition qui part jusqu'à l'extrême droite, qui en plus est répandue ces derniers temps pour dire qu'il ne voulait pas non plus de chrétiens à Jérusalem. Donc ça va quand même super loin. Je tiens à dire la chose suivante. Lorsqu'on frappe au porte-monnaie, la première réaction d'en face, c'est bien évidemment, toute action entraînera une réaction. Est-ce que la réaction ne risque pas d'être l'amplification des exactions faites contre un peuple civil non armé? C'est un risque parce que là ils ont l'air ultra déterminés, et puis maintenant que Trump les a adoubés et leur a dit bon allez-y banco, vous pouvez y aller, vous êtes nos limites, on fait un accord unilatéral sans consulter les autres, et tu vois bien le vote qui a été fait. Alors je voudrais apporter une rectification sur le tableau. Il semblerait que le tableau ne soit pas complètement vrai. Il y a des pays qu'on a qualifiés il faudrait vraiment qu'on fasse attention à ce tableau, qu'on a qualifié qu'ils ont voté pour l'accord, et visiblement ça serait contre l'accord. Ah oui, genre? Ouais. Je préfère vérifier et être bien sûr, et après j'en parlerai, mais c'est pour ça que je dis il faut vraiment qu'on fasse attention au tableau, au premier tableau qui a été diffusé. Mais tu vois bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un appel du BDS, c'est boycott, désaffection, sanctions, c'est ça exactement, je crois. T'as vu la classe politique comment elle s'est érigée d'un seul homme. D'ailleurs, Meir Habib les a tous mis au piquet. D'ailleurs, je crois que le seul qui lui a tenu tête, ça a été comment s'appelle l'ancien maire de Nantes, qui a été Premier ministre, en lui disant écoutez, c'est scandaleux ce que vous dites. Ah, Jean-Marc Ayrault. Ouais, Jean-Marc Ayrault. Ouais. Tu vois bien que je crois que même ils ont c'est pas lui qui avait demandé, enfin qui avait dit à Meir Habib, on se demande si vous êtes député israélien ou de la Knesset. Ou de la Knesset, ouais. Ce qu'il faut savoir sur Meir Habib. Ouais. Il faut rappeler peut-être aux gens qu'il y a 90% d'abstention au vote des législatives. Ouais. Donc ça, il faut le rappeler. Députés des Français de l'étranger. Absolument. Donc 90% d'abstention, donc il représente rien du tout. Mais malheureusement, il est un ami de Netanyahou. Il a été conseiller. Son conseiller. Il reste son ami indéfectible. Bien sûr.
D'ailleurs, Meir Habib ne prononce jamais le nom de la Cisjordanie, il appelle ça la Judée Sainte-Marie. Ouais, la Judée Sainte-Marie. Sainte-Marie. Et donc, faut juste rappeler que, rappelle-toi, même Manuel Valls, il voulait sanctionner et en tout cas arrêter physiquement et par aussi des amendes tous celles et tous ceux qui appellent au boycott. Oui, absolument. Alors, il faut savoir ce que c'est le boycott. C'est pas le boycott des produits israéliens, c'est des boycotts des produits faits. Fabriqués dans les colonies palestiniennes par des entreprises israéliennes. Voilà. Ou qui soutiennent. Ou qui soutiennent aussi. Alors, Alstom, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. 2014, c'était déjà le cas. Hein. Je vous le rappelle. Il y a quand même quelques entreprises qui sont absentes de cette liste. Moi, je pense par exemple à Facebook qui apporte un soutien visiblement, d'après ce qu'on en dit. Hein, évidemment, Facebook qui apporte un soutien indéfectible à l'armée israélienne. D'après ce qu'on voilà. Alors, on nous dit que c'est une première liste pour l'instant, on va voir. Il y a quand même quelques entreprises aussi, par exemple Nespresso, vous connaissez, on boit tous des cafés Nespresso. Elle va s'agrandir rapidement. On va voir. En tout cas, voilà, parmi les entreprises qui ont été nommées dans cette liste, donc voilà, il y a Alstom, Oppo, toutes les grandes entreprises Airbnb, bon c'est pas américaines, israéliennes, beaucoup d'entreprises israéliennes évidemment. Daoud est avec nous, salut mon Daoud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Daoud. D'abord Christophe, j'aimerais te saluer pour ta prestation sur C8. Merci Daoud. Décidément. Ouais, décidément. Par contre, si je peux te conseiller quelque chose, vas-y, je t'en prie. C'est gérer ta voix. À part ça, bravo, t'étais au top. Qu'est-ce qu'elle a ma voix? En fait, des fois t'allais dans les aigus, donc ça devait être par le stress, mais si t'arrives à gérer, t'es au top. J'allais dans les aigus, tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Bah après, écoute, voilà, peut-être qu'on n'ose pas te le dire. J'ai voulu imiter Cyril Hanouna, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être le stress, je sais pas. En tout cas, on a essayé de se faire entendre mais à part ça, l'essentiel du message est passé. C'était limite parfait, quoi. Bon, c'est gentil, Daoud. Alors, on t'écoute. Voilà, moi je trouve que là, je vais déplaire à certaines personnes, mais la seule solution pour moi, déjà, le boycott, c'est une des solutions. Déjà, c'est le commencement. Mais pour moi, je pense que la seule solution, c'est militaire ou de la force. Parce que comme ça, je pense qu'on ira nulle part, même avec le boycott. Bon, c'est un soutien, mais je dirais c'est un soutien à la Palestine. C'est on montre un peu qu'on est avec eux, mais c'est sans plus quoi. Parce que finalement, qui va gagner? Alors, Daoud, militaire. Quand tu dis militaire, ça veut dire que tu invites les Palestiniens à prendre les armes, c'est ça? Non, en fait, j'invite l'ONU à venir. Ah, l'ONU à intervenir. Et puis créer une police et une armée palestinienne. Et comme ça, chacun est dans son camp ou dans son pays ou dans sa frontière, on peut appeler comme on veut, dans sa zone. Et puis chacun dirige son pays parce que là la force est détenue par Israël. Donc la Palestine ne peut rien faire. Elle n'a pas la force entre ses mains. Ah bah oui, ça c'est clair. La force, elle est du côté d'Israël pour le coup, militairement en tout cas. Une dernière chose. Oui. Je viens d'être choqué là tout à l'heure. Je vous écoutais parce que comme tu sais, je suis un fidèle auditeur. Merci Daoud. Quand j'ai entendu la défense, c'est que t'as fait, je crois que c'était Philippe, c'est ça? Ouais, c'est Philippe, ouais. De la franc-maçonnerie, là, j'étais choqué. Alors, t'as choqué, il fallait s'y attendre, je suis vraiment désolé. Non, je te promets. Voilà. Après, les gens ont le droit de douter. Et c'était de la franc-maçonnerie. Tout ce qu'il a dit, c'était faux. Parce que quand on lit, je vous conseille un livre, c'est l'effroyable vérité, d'accord, de la franc-maçonnerie de Stéphane Pley, qui était un des plus grands pianistes de France, qui a dû s'exiler en Turquie, dû à la pression sioniste israélienne et de la franc-maçonnerie. Lui qui était avant un franc-maçon, il explique tout dans le livre. Donc il n'était pas au 33e degré, mais bon, il était dans un degré pas mal, quoi. Il explique et il te contredit de A à Z, Philippe. Voilà, voilà. Bon alors Philippe, qu'est-ce que tu as à répondre pour ta défense? Alors, Daoud, je suis vraiment désolé de t'avoir choqué, c'était pas du tout mon propos. Et en même temps, je m'excuse auprès de tous les de tous les islamophobes de les choquer quand je soutiens les musulmans qui sont victimes de racisme et d'islam. Non mais pourquoi trop facile? C'est trop facile, Philippe. Non, c'est toi qui es trop facile. Parce que je te mets au défi d'écouter toutes les émissions et à chaque fois que je suis intervenu, si j'ai pas défendu une seule fois les musulmans et que je disais. Attends, je pose une question, Philippe. Je peux répondre ou pas? D'accord, vas-y. Vas-y mon frère. Je pose une question. Mélenchon. Merluche.
Oui. Ton frère. C'est mon frère. Bon, t'es pas maçon. Bon, on va dire que c'est un franc-maçon. Enfin, il était. Voilà. Le mec, cette personne là, je vais garder mon silence, ma courtoisie, il compare le voile à un serpillière, un torchon. Oui. Ah. Oui. Bah oui. Il dit ça dans quel sens? Il dit pas ça comme ça. Il dit ça par rapport à quoi? À quelle lumière? Sa propre lumière. Est-ce qu'elle est bien éclairée ou pas? Je crois que c'est pas ça par rapport à Jean Jaurès. Non mais à Clémenceau. Non. Victor Hugo, à Robespierre. T'es mal, man. Voilà. T'es mal. Non. Aux généraux de Napoléon, non? Ouais, peut-être. Mais chacun a sa propre lumière interne. Là, l'émission part en sucette. Non, mais il faudrait, écoutez, il faudrait inviter des francs-maçons qui seraient bien plus calés que moi. Moi, ce que je te dis, c'est mon ressenti par rapport à ce que je connais, à ce que je côtoie, et je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je sais qu'il y a des frères qui sont intervenus pour dire, il faut pas qu'on soutienne Philippe Bouriaki, il faut l'abattre. Je le dis clairement. Il y a pas de problème. Mais ça marche pas bien leur délire. C'est lesquels, ceux du Grand Orient ou pas? Ils sont plutôt géo que la GNF, je te l'accorde, visiblement d'après mes informations. Mais je suis pas sûr que tous les frères du Grand Orient soient sur la même ligne de se mêler des choses qui ne les regardent pas. Mais bon, Daoud, en même temps, Daoud, tu l'as déstabilisé. On se voit ce soir à la loge. Ouais, à la loge. On va en monter une là sur FM2. Salut mon Daoud. À bientôt. Il y a Linda aussi qui est là. Salut Linda. Salut sœur Linda. Bonsoir. Et ça y est, il est dans les sœurs et frères. Ça y est, il est parti là. Mais c'est comme ça qu'on dit entre musulmans. On s'appelle mon frère, ma sœur, etc. Non? Oui, mais les francs-macs aussi. Ouais, bah vous voyez, vous avez déjà un point commun entre les musulmans et les francs-maçons. C'est un bon début. Bonsoir Linda. Bonsoir à tous. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Alors moi j'appelle pour la question du boycott, juste une petite parenthèse. Donc Mélenchon qui compare le voile à un torchon, il faut reprendre dans le contexte, faut pas être idiot non plus, faut être éclairé également si on estime que les autres ne le sont pas. Il expliquait simplement que c'était incroyable que dans le débat public, un bout de tissu prenne autant de place. Et sur le fond, je pense qu'on peut pas lui donner tort. Carrément. Oui, bon, ouais. Oui, je préfère ça que Sifawi qui dit carrément. J'ai appelé pour le boycott. Écoutez, vu de ma fenêtre, le boycott économique, c'est pour le moment la meilleure solution qu'on ait. La Cour de cassation s'est quand même prononcée en faveur entre guillemets en faveur du boycott. Elle avait rejeté la demande qui consistait donc à interdire le boycott sur le territoire français. Donc déjà ça c'est assez significatif. Je vous rappelle la débâcle de SodaStream également. Oui. Quand il y a eu donc une campagne contre SodaStream. Et enfin j'aimerais juste vous préciser que Alstom s'est retiré de l'appel d'offres pour le chantier de continuité du tramway de Jérusalem. Sous la pression. Pardon? Sous la pression, probablement. Peut-être, mais on ne peut pas l'enlever des conséquences positives du boycott. D'accord, il y a la pression, mais en attendant, Alstom s'est retiré. Donc, moi Alstom je pense fait partie de la liste, quand même, Linda. Le boycott n'aura de sens que si tout le monde à sa toute petite échelle, quand il va acheter ses fruits et ses légumes, regarde d'où proviennent ses fruits et ses légumes. Mais Linda, pardon de te couper, mais il y a quand même... Donc en fait, il faut entrer dans les consciences. Oui. Parce que sensibiliser sur la cause palestinienne, j'ai l'impression que ça s'essouffle, que les gens n'y prêtent plus trop attention, sauf quand il y a des... Voilà. Mais si on sensibilise sur l'aspect économique en disant que, en achetant des kiwis qui viennent d'Israël à 89 centimes, ça contribue à... Peut-être que... Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, le boycott n'ira de pair et n'aura de sens que si l'on éveille les consciences. Oui, Linda, je tiens juste à rajouter, parce que c'est vrai que de boycott, on en a beaucoup parlé ici même dans cette émission, au travers de différents sujets, et en particulier celui-ci. Après, il faut faire attention, il y a un boycott, ce qu'on appelle intelligent. C'est-à-dire, moi, quand j'entends dire oui, il faut boycotter Coca, il faut boycotter ceci, il faut boycotter McDo, machin truc. Faut pas tout confondre, je veux dire. Il y a, effectivement, j'avais l'impression à un moment que tout ce qui était américain,
il fallait boycotter parce que de facto, ça soutenait Israël. Mais non, il faut juste se calmer 2 secondes. Il faut vraiment se concentrer sur les entreprises, visiblement, qui participent, j'allais dire, en faisant du profit dans les colonies israéliennes. Donc voilà. Et là, voilà, il y a une petite liste là, qui est sortie de 114 entreprises qui sont en grande partie des entreprises israéliennes. 20 autres ne le sont pas, parmi celles que j'ai citées tout à l'heure. Donc Alstom qui fait partie de cette liste qu'a publié l'ONU hier. Et il y a aussi Podo, il y a aussi Airbnb, il y a tout ça. Alors voilà, il y a toute cette analyse à faire avant de proposer le boycott. Il faut mettre en corrélation la notion de boycott avec la notion de conscience. C'est-à-dire, si moi j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit oh mon Dieu, tu bois du coca, tu soutiens l'entité sioniste, je sais pertinemment que si je lui demande est-ce que tu as vu la liste qui a été publiée par l'ONU, il me regardera avec des yeux de chien de faïence. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc je reprends ton terme qui est l'intelligence. Il faut être intelligent, appeler militairement, oui, envoyer l'ONU. Mais l'ONU, si elle avait dû intervenir, on parle de l'ONU, on parle pas du Conseil des ministres de France. Si elle avait dû intervenir, elle l'aurait fait. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne disposons que de nous-mêmes pour aider le peuple palestinien. Donc oui, ça passe par des dons, notamment aux ONG qui sont présentes sur le terrain. Ça passe surtout par une information et une sensibilisation de notre entourage. Moi, j'ai 2 enfants et je dois t'avouer que je commence à les sensibiliser à cette question de l'injustice, à cette question du territoire. Donc, déjà, commençons nous-mêmes à être intelligents et à se dire la meilleure façon d'aider le peuple palestinien, c'est d'être cohérent, d'être ensemble, et de faire des petits gestes du quotidien. Ça coûte pas plus cher. Mais voilà, il faut faire l'effort d'aller rechercher cette liste. Moi, je l'aime bien, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font et compagnie. Ouais, moi je l'aime bien, Malinda. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Oui. C'est les auditeurs du LGF, ça. C'est pas BFM TV, RMC ici. Non, mais ça veut dire que t'es prête à ne plus prendre le tramway, ne plus prendre le TGV, etc. Mais là, c'est non, je déconne. Non, mais sincèrement, attends, on va te répondre, tu vois. Si on doit faire des choses comme ça, mais bien sûr que moi je suis prête à le faire et j'espère que j'arriverai à éduquer mes enfants pour qu'elles aussi le fassent. Parce que c'est simple, c'est comme ça, et c'est sur le long terme, c'est de longue haleine. Mais si on se prétend sensible à la cause palestinienne, franchement, c'est un moindre effort. C'est un moindre effort. Donc, Nasser. Non, je rejoins tout ce qu'elle dit, et elle a raison, c'est important de le préciser. Le boycott économique, tout le monde a accès. Donc tout le monde peut boycotter. Et c'est un travail éducatif aussi. Et ça marche. On doit apporter à nos enfants pour expliquer ce qui se passe aussi là-bas. Parce que malheureusement aujourd'hui, on transmet pas la situation de ce qui se passe au Moyen-Orient. Bien évidemment, sans qu'il y ait parce que les médias français n'en parlent pas non plus. Absolument. Dès qu'on a oublié cette affaire. Et c'est une affaire qui malheureusement qui commence à disparaître de jour en jour. Mais si nous on le fait pas, personne ne le fera, ça c'est sûr. Oui, et puis on transmet les mauvaises choses. Absolument. On transmet uniquement parce que voilà, avant j'ai travaillé dans un collège en ZEP, et quand on parle du conflit israélo-palestinien, c'est les Juifs tuent les Arabes. Non, c'est pas ça qu'il faut transmettre. Absolument. Il faut transmettre l'histoire du territoire, il faut transmettre pourquoi aujourd'hui on en est là. Donc il faut que nous, les adultes, pour nos futures générations, nous soyons intelligents, éclairés et sensés. Il faut que nous soyons raisonnables dans nos propos, parce que on peut pas militer pour le vivre ensemble, pour la cause palestinienne, contre l'islamophobie, si on n'est même pas capable d'avoir cette intelligence de rechercher, de comprendre, voilà. C'est ce que je voulais dire et faire Merci, Linda. Linda, t'es pas franc-maçon, toi? Franc-maçon. Je te le dirai pas. Non, je plaisante. Bravo. Bravo, ça l'assume pas. Merci Malinda. Non, je suis pas franc-maçon, mais je suis auditrice fidèle, comme Daoud. Ah ouais, mais ça c'est de la bonne franc-maçonnerie. Merci beaucoup, Linda. À très bientôt. La loge de France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, les gars. Vous êtes tous invités à venir. Ça s'appelle le Grand Forum. On s'appelle Mon Frère et Ma Sœur. Rouillard, Heurtier, tout ça. Non, c'est pas le Grand Orient ici, c'est France Maghreb 2. Voilà. C'est encore plus global. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'entendre Linda parce que ça permet quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça permet
moi j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup d'énormités sur le boycott. On me reprochait de boire du coca, on me reprochait d'aller chez McDo et tout. Mais calmez-vous les gars. Oh. Et en fait, quand tu regardes la liste, moi je dis bah écoute, le jour où on apportera une liste claire, établie par des gens sérieux, qui sont capables de nous dire ce qu'il faut boycotter, là d'accord, c'est ce qu'a fait le travail de BDS, c'est ce qu'a fait, donc voilà, faut pas tout confondre. Pour répondre avant Linda, l'auditeur c'était Daoud, c'est ça? Oui. Pour répondre à Daoud sur l'intervention de l'ONU, il faut savoir juste qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'ils doivent prendre des résolutions, tu as des pays qui ont un droit de veto et qui empêchent toute action. Oui, tout à fait. Dont les États-Unis, la Chine, la France, qui veut partager d'ailleurs son droit de veto avec l'Allemagne. C'est un autre scandale. Et la Russie, voilà, t'as des pays comme ça qui disent non, on n'intervient pas, et donc on ne peut pas intervenir. Donc l'ONU, l'ONU, c'est un machin, comme disait le général de Gaulle. Samir du 95 pour finir. Salut Samir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bon, je voulais juste intervenir concernant le boycott. Le boycott est très efficace. Hein. À chaque fois qu'il y a eu un boycott, les différents États concernés ont répliqué aussitôt. Donc ça veut dire que ça marche. Et en ce qui concerne la cause palestinienne, il faut bien comprendre que les choses vont changer, mais tout doucement, comme a dit la auditrice précédente. Linda. C'est que dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une annonce au Parlement en disant que tous les comportements des adjoints ou des gens qui travaillent à la mairie ou qui risquent de se présenter en mairie, qu'il fallait éventuellement informer. Vous savez, pour ces fameux fiches S, comme par hasard, et ça c'est valable pour les prochaines élections. Donc à qui profite cette annonce-là? Donc je ne sais pas. Moi je ne sais pas à qui profite cette annonce, mon cher Samir. Et ça profitera autant pour la droite, pour la gauche, parce qu'il y a beaucoup de listes sans étiquette qui se présentent. C'est vrai, il y en a beaucoup là. Aux élections, et ça profite que ça coupe. D'ailleurs, vous êtes tous les deux sans étiquette, non, Philippe? Non. Nasser sans étiquette? Liste citoyenne soutenue par des candidats, par des partis politiques, ouais. D'accord. Moi, c'est une liste c'est le rassemblement des citoyens et des écologistes. Vous en avez pas mal. Ouais. Non. Merci mon Samir, merci beaucoup. Moi, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, et on sera en tout cas en préfecture quand je vais déposer ma liste demain d'ailleurs pour la Saint-Valentin. Ça c'est le quiz. Ce bruit-là, Nasser il a pas fait de quiz. Non, ça fait longtemps. Ah bah tu vas voir. En plus c'est un quiz actu. On sera catalogué, tu sais que tu dois choisir, pour la nomenclature, tu dois choisir quelle étiquette politique tu as, si tu es gauche, divers droite, ou sans étiquette. Mais nous on sera catalogué dans les écologistes. Bon, très bien. Allez, à tout de suite pour le quiz et pour terminer cette émission en beauté avec des bonnes petites questions, évidemment en rapport avec l'actualité maintenant. Ça a changé mon Nasser. Oui, on a dû changer pour des raisons qu'on t'expliquera. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Nasser il nous a gâté. Hein. Philippe, t'as même pas touché un croissant, un pain au chocolat? Non, pourquoi? Non, j'ai vraiment du mal à manger ces derniers jours. J'ai été très malade, comme tu le sais, et je sors. Le stress, je pense aussi, non? Ouais, c'est le stress aussi. Le stress. Je pense. La campagne, tout ça, non? Ressentir, quand même. Bah, de la campagne. Quoi? Arrête, Philippe. Mais attends. Philippe, tu restes quand même un être humain. Arrête. Je te jure que non, j'ai aucun stress. Pas, Philippe. Je te promets, j'ai pas de stress. Bon, je te souhaite la victoire. Bah, tu seras beaucoup plus triste. Non, je vous souhaite. Non, je peux pas lui chuter la victoire parce que mes potes écolos ils sont pas avec lui ici. Vas-y, dis-le en direct. Dis-le en direct que tu soutiens Nasser Hajili, merde. Je peux pas, j'ai pas le droit. Le principe de subsidiarité. Si je fais ça, je suis exclu d'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Bah pourquoi je déteste les partis politiques. Voilà. Bah quoi, attends, c'est un petit peu normal. On a le droit d'avoir un pote. Je souhaite que Nasser Hajili soit dans l'exécutif avec Europe Écologie Les Verts. Donc tu veux Nasser Hajili au deuxième tour avec l'Europe Écologie Les Verts. Ouais, mais malheureusement Europe Écologie Les Verts ils partent avec les communistes. Ah. D'accord. Mais je respecte le choix de mes camarades de Gennevilliers, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, chez nous, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole, non, mais je crois que j'accepterais. Nasser, lui, il est sans étiquette, il a pas de problème, tu vois. Non, mais moi, je te soutiens, Philippe, tu vois. Mais je sais. Je te soutiens sans problème, voilà. Ouais, mon frère, je te souhaite vraiment la victoire. J'espère tout simplement que tu vas gagner. Le quiz. Non, mais attends, vraiment, je tiens à m'expliquer là-dessus. On n'a pas le temps là, Philippe. Non mais sérieux, c'est important. Putain, mais tu sais quoi, je vais plus venir dans cette émission. Qu'est-ce qu'il y a Non mais je peux même pas me valoriser dans cette émission. Je me fais slaguer à chaque fois. Pas du tout. Parce que je vais à France Maghreb 2. Sortez les mouchoirs. En plus, à France Maghreb 2, on me tire dessus. Il nous reste 2 minutes. Allez vite. Non, à Europe Écologie Les Verts, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Oui, le groupe local.
Oh, s'il te plaît. Vas-y. Bon, le groupe local, il est souverain et personne ne peut contester la décision du groupe local. Le groupe local de Gennevilliers, je peux la regretter à titre personnel parce que j'ai une affection toute particulière pour Nasser, mais comme j'ai une affection toute particulière pour mon titulaire parce que je suis suppléant de Jean-Marc Danjean par exemple, et donc voilà, je suis dégoûté qu'ils soient pas ensemble, mais je ne vais pas me mêler des affaires internes à Gennevilliers parce que Jean-Marc rallie Nasser. Allez. Allez Jean-Marc, vas-y. Vas-y, fais-le. Allez, c'est parti pour mes petites questions les amis. C'est parti. Quel Grand Prix de Formule 1 a été reporté à cause du coronavirus? Barcelone? Non. Abu Dhabi? Non. C'est tout simple. Japon? Non. Pareil? Non. Pareil. Grand Prix de coronavirus. Oh. Pékin? Chine, non. Chine, voilà, merci Nasser. Attends, mais voilà. c'est Pékin avant. Ouais, bah non, c'est pas Pékin, c'est Chine. Désolé. D'accord, mais Chine, mais c'est pas où? À Pékin? Bah oui. Non, bon, bien joué. Le 13 février 1960 a eu lieu un essai nucléaire. En Algérie. En Algérie. J'ai fait une tâche. T'as fait une tâche. Ah, purée, t'es parti chercher. On n'oublie pas les amis parce que ça a eu des conséquences dramatiques, il y a eu des morts avec cet essai nucléaire français. Il y en a encore par rapport des conséquences évidemment. Ouais. C'était au-dessus d'une zone que les Français pensaient vide, mais en fait elle n'était pas vide. Ouais. Et il y a eu des morts et on n'en parle pas. Voilà, donc c'était bon de le dire. Un partout. Attention, agression du blogueur Bassem Breki. La banlieue lyonnaise, évidemment, je le rappelle, par le rappeur Sadek. Il a été interpellé hier. Où a-t-il été interpellé? Non. Non, à Bagnolet. Bagnolet est une bonne réponse. Il a été interpellé hier. Il paraît qu'il devait se rendre, mais bon, c'est pas rendu. 2-1 pour Nasser Lajili. Sur les 11 patients infectés par le coronavirus en France, combien sont sortis de l'hôpital? 5. Non. 4. Non. 2. C'est Philippe qui l'a eu. 2-2. Ah oui, d'une fraction de seconde, 2-2. Donc tout va se jouer sur cette dernière question, messieurs dames. Ah oui. Et on va parler de Sœur André, qui est devenue la doyenne des Français, mais aussi d'Europe. Devenue également la deuxième personne la plus âgée du monde. Quel âge a-t-elle? 120. Non, moins. 118. Plus que 110. 115. 114. 113. Qui a dit 116? C'est moi. C'est lui. C'est Nasser Lajili qui l'a. 116 ans, Sœur André, la plus âgée de France, la doyenne et d'Europe, et la deuxième personne la plus âgée du monde, Sœur André. Donc quoi, hein? Bravo Nasser. Premier quiz, première victoire. 100%. Ça c'est du 100% de réussite, Nasser Lajili. Ça sent bon la victoire le 22 mars. Ah ça je souhaite vraiment. Le 15, dès le 15. Oui, mais non, c'est le 22 mars la victoire. Non, mais dès le 15. Ah, il peut le faire dès le premier tour? Non, je pense pas. Impossible. Il y a trop de candidats. Faut pas désespérer, il faut essayer, absolument. Faut tenter. Mais pourquoi tu dis impossible? Quand on a 6 ou 7 candidats, c'est impossible. Ah, tu sais pas. Ils font tous en moins de 10, il est qualifié. C'est vrai que ça peut être difficile. Non, c'est du jamais vu, les gars, je suis désolé. Je sais, sortez-moi un exemple, il n'y en a pas. Balkany. Non, Balkany, c'est le premier tour et il n'y a personne en face. Ça fait un peu comme même sur l'opposant, comme Ben Ali à l'époque. Tu te rappelles? Ouais. Bon, merci beaucoup mon Nasser. Merci à toi. On te revoit quand même avant parce que oui, je vais essayer de me libérer. Nasser Lajili, je précise aux auditeurs que les chroniqueurs qui se présentent à la mairie, en tant que maire, passeront leur entretien d'admission la dernière semaine. Et donc Nasser Lajili sera le lundi, Dionor Excellent le mardi, mercredi sera Emmanuel Michael, jeudi Philippe Boriaki, qui sera là uniquement en tant que candidat, et Sabrina Sebaï, donc le vendredi. Parce que là, les gars, je crois que j'ai regardé mon truc, là, il reste qu'une semaine après, vous pouvez plus intervenir en tant que chroniqueur. C'est fini. C'est pas 2 semaines avant? Compris, moi, ça. Bah si, 2 semaines avant, mais il reste 3 semaines avant la campagne. 4. Bon alors il vous reste 2 semaines alors. Bon, demain on sera de retour avec Rudy Kazi et Tarek Mami. Demain, on va certainement parler les amis de ce qui se passe en Syrie, parce qu'il se passe des choses que les médias français vous cachent, bon volontairement ou pas d'ailleurs, notamment à Idlib. Et le président Erdogan qui est parti en dépression là, on se demande ce qui se passe chez lui. On sent que ça va pas très très bien en ce moment pour Erdogan, il menace beaucoup, il fanfaronne et puis après il se calme et puis il repart dans les menaces. Bref, on va parler de tout ça demain sur France Maghreb 2 et on sera à Villiers-sur-Marne côté élection municipale avec un candidat qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Soyez fidèlement. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Réclamation. Sadek, il y a un article qui parle d'Elila et un autre de Bagnolet. Ouais, moi j'ai Bagnolet, je suis désolé. Il a été arrêté à Bagnolet. Voilà.
Oui, l'information j'ai entendu. Oui, voilà. Moi, je fais confiance. Donc, c'est une bonne réponse. On peut pas négocier, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Victoire de Nasser Lajili. Voilà, c'est en plus. Merci à tous les gars. 18h02. Le journal tout de suite de Sophie Tarence. Bonsoir Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Le virage vert d'Emmanuel Macron en Haute-Savoie. Le président de la République a réaffirmé son engagement contre le réchauffement climatique. Le combat du siècle, selon lui, vous l'entendrez au début de ce journal. Les associations le réclamaient depuis longtemps. Des protections périodiques seront distribuées gratuitement à des femmes précaires, alors que près de 2 millions de Françaises seraient victimes de précarité mensuelle. Et puis enfin, le Larousse sous le feu des critiques. Le dictionnaire accusé de sexisme à cause de plusieurs de ses définitions. Une présidente serait par exemple la femme d'un président. Même chose pour une bouchère ou une boulangère. La polémique monte sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron au chevet de la mer de glace dans le massif du Mont-Blanc. Le président de la République était en Haute-Savoie aujourd'hui pour parler environnement et lutte contre le réchauffement climatique, alors que la mer de glace recule de 8 à 10 mètres par an. Se battre pour l'environnement, un enjeu crucial pour le chef de l'État. Écoutez. Ce sera le combat du siècle, celui de notre capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire durablement. Je crois que ce combat du siècle, nous pouvons le relever. Et nous avons décidé de le relever dans notre pays. Et même si c'est le combat du siècle, il impose l'impatience, il impose la détermination et il impose d'agir vite. Je sais que vous y êtes prêts, j'y suis prêt aussi. Et par ailleurs, un arrêté va prochainement entrer en vigueur pour protéger le Mont Blanc. Il renforcera les règles sur la fréquentation du massif, notamment en période estivale. 20 000 personnes tentent son ascension chaque année. Les discussions n'ont pas permis de trouver un accord. Les syndicats déçus de leur rencontre avec Édouard Philippe ce matin autour de la réforme des retraites. Aucune avancée significative sur le sujet de la pénibilité. La CFDT dénonce même un blocage du patronat sur ce point. Le premier syndicat français demande que les travailleurs exerçant des métiers pénibles puissent partir à la retraite avant l'âge légal de 62 ans. Pendant ce temps-là, l'embellie se confirme sur le front de l'emploi. Le chômage a fortement baissé en France au 4e trimestre 2019. 85 000 chômeurs de moins selon l'INSEE. Le taux de chômage passe à 8,1% de la population active, plus bas niveau depuis fin 2008. Le gouvernement expérimente la distribution de protections périodiques gratuites pour les femmes en situation de précarité. Elles seront disponibles dans plusieurs lieux collectifs avec des distributeurs. Une distribution dans les collèges et les lycées est également envisagée. Alors comment les associations accueillent-elles cette nouvelle? Tara Euzé-Sarmini, présidente de l'association Règles élémentaires. On s'en félicite. La mise à disposition gratuite de produits d'hygiène intime dans des lieux clés, type foyer d'hébergement, prison, hôpitaux, mais aussi collèges et lycées, afin de permettre à toutes celles qui en ont besoin d'accéder à ces produits, est une mesure qu'on défend depuis plusieurs années maintenant, et on se félicite vraiment de voir que ça y est, le gouvernement prend acte et que cette expérimentation va voir le jour. À propos recueilli par Boris Karlamov. On en sait plus sur le grand oral que devront passer les futurs candidats du bac. Les modalités viennent d'être publiées au bulletin officiel. Le candidat aura 20 minutes de préparation, puis 20 minutes devant un jury de 2 professeurs. Sur les 5 critères d'évaluation, seul un portera sur les connaissances en elles-mêmes. Les autres seront axés sur la qualité oratoire et l'argumentation. Les candidats au bac qui pourront compter sur le Larousse pour les aider à composer, même si en ce moment le dictionnaire fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux. Certaines de ces définitions sont en effet surprenantes, Olivier Montaigu. Oui, à l'image de la présidente, non pas définie comme une personne qui préside une assemblée ou un pays, mais comme l'épouse d'un président. Idem pour la boulangère, la bouchère, l'ambassadrice ou la préfète, qui d'après les définitions du Larousse n'ont visiblement d'existence que par leur statut marital, femme d'eux. Mais ce n'est pas le pire, si gradation il y a. Le guerrier, par exemple, est un homme qui a le goût de la guerre, là où la guerrière est une jeune fille qui revendique avec agressivité sa place dans la société, ou encore une militante infatigable de la condition féminine. La maîtresse, enfin, n'est pas, comme le maître, une personne qui possède un talent susceptible de faire école, mais une femme avec laquelle un homme a des relations sexuelles en dehors du mariage. Le Larousse n'a pour l'instant pas réagi
réagi. L'encyclopédie a simplement indiqué travailler sur la prochaine édition, celle de 2021. Donc, rien ne dit si ces définitions seront revues. Le foot, suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France ce soir. À 21h, Épinal, qui évolue en National 2, reçoit Saint-Étienne. Et puis enfin, il n'y a plus que 4 départements du Nord-Ouest en vigilance orange à l'approche de la tempête Inès. L'Eure et la Seine-Maritime en vigilance inondation. La Seine-Maritime également en vigilance vague submersion, tout comme la Somme et le Pas-de-Calais. Voilà pour cette édition. Excellente soirée à tous.